Dans le redoutable contexte des exploitations minières de l'Afrique du Sud, l'ingénieur Cyprien Méré parviendra-t-il à épouser Miss Alice Watkins, malgré l'opposition du père de la jeune fille? Monsieur, j'ai l'honneur de vous demander la main de Miss Watkins, votre fille. La main d'Alice? Demanda Mr. Watkins. Oui, monsieur. Ma demande semble vous surprendre. J'ai 26 ans, je m'appelle Cyprien Méré, je suis ingénieur des mines et je suis ici en mission scientifique au nom de l'Académie des sciences et du gouvernement français. C'est ainsi que débute le roman L'Étoile du Sud dans la ferme d'un certain John Watkins. Nous sommes au cœur même de l'Afrique australe, dans une région surnommée le Champ aux Diamants. John Watkins est précisément le propriétaire de la richissime mine de diamants de Vandenkarte-Kopje. Et il refuse de donner sa main à un savant sans fortune. Il a d'autres plans pour sa fille. Ce qui humiliait le plus profondément le jeune ingénieur français, dans la réponse que venait de lui faire Mr. Watkins, c'est qu'il ne pouvait s'empêcher d'y démêler un grand fond de raison. Mais le fait est qu'il n'avait jamais songé, jusqu'à ce moment, à la distance que la différence de fortune, de race, d'éducation, de milieu mettait entre la jeune fille et lui. Maintenant qu'il lui fallait renoncer à Alice, il s'apercevait combien elle lui était devenue chère en moins de 3 mois, c'est-à-dire depuis son arrivée en Cricaland, que tout cela semblait loin déjà. Il repense à cette terrible journée de chaleur et de poussière, durant laquelle il avait enfin atteint cette région reculée dans le but d'y exécuter des relevés topographiques et géologiques. C'est dans la ferme de John Watkins que Cyprien Méré trouva un logement et c'est ainsi qu'il rencontra Miss Watkins, la charmante Alice, dont l'un des grands plaisirs est de s'amuser à élever des autruches. Elle s'était tout de suite mise avec le jeune savant sur le pied d'une bonne et franche camaraderie, trouvant en lui une distinction de manière, une supériorité intellectuelle qu'elle ne rencontrait guère dans son entourage habituel. Il est vrai aussi, comme nous le dit Jules Verne dans son roman, que la culture intellectuelle est ici le monopole à peu près exclusif des femmes. Aussi sont-elles le plus souvent très supérieures à leurs maris et à leurs fils en fait d'instruction générale et de sensibilité artistique. Le laboratoire du jeune ingénieur, avec ses appareils bizarres, intéressait Alice au plus haut point. Elle était surtout fort curieuse de connaître tout ce qui se rattachait à la nature des diamants, cette précieuse pierre qui jouait dans les conversations et dans le commerce du pays un rôle si important. Il s'agit d'ailleurs pour elle d'un intérêt purement scientifique, car elle ne regardait, à vrai dire, cette gemme que comme un vilain caillou, et Cyprien Méré avait sur ce point un dédain tout pareil. Renoncer à Alice? À tant de grâce, faute d'argent? Se disait Cyprien. Ne vaudrait-il pas mieux sacrifier quelques préjugés? Tant de gens font fortune en quelques mois à chercher des diamants. Pourquoi ne ferais-je pas de même? Aussi, c'est bien dans le but de faire changer d'avis Mr. Watkins que Cyprien Méré décide de s'associer avec un mineur. Avec ce roman, Jules Verne nous offre ici un véritable cours sur le diamant, son histoire géologique, ses propriétés, son extraction dans les mines et le terrible labeur des hommes travaillant dans des conditions horriblement difficiles. Mais l'idée de ce voyage extraordinaire est-elle vraiment de Jules Verne? Eh bien non, car l'on sait aujourd'hui, manuscrit original à l'appui, que ce roman, tout comme les 500 millions de l'abbé Gum, a été écrit par Pascal Grousset, alias André Laurie. Et de nouveau, c'est l'éditeur Hetzel, pour soulager financièrement Pascal Grousset, qui a acheté ce manuscrit et qui le confia à Jules Verne, qui va y apporter d'importantes transformations. Cyprien Méré va à vrai dire aller de déconvenu en déconvenu dans sa nouvelle activité. Mais c'est néanmoins pour lui l'occasion de se rapprocher et se lier d'amitié avec 3 personnages, 3 hommes, qui ont pour point commun d'être, sinon rejetés,
tout au moins de n'être guère considérés par des mineurs aux mentalités brutales. Ainsi, le tailleur de diamants Jacobus van Delgaart, qui confiera à Cyprien Méré sa terrible histoire d'expatrié hollandais ayant subi l'expropriation de ses terres par les Anglais. Sa vie se résume à une succession d'exodes durant lesquels, avec ses compatriotes, il se sera enfoncé toujours plus loin dans les territoires reculés de l'Afrique australe. Cyprien Méré va également se lier avec le Chinois Li, dont il va améliorer les conditions de vie tant il est exaspéré par le comportement raciste et féroce de certains mineurs. Enfin, il y a aussi le noir Matakit, qui devient son assistant et avec lequel le jeune ingénieur va devenir très proche. Mais soudain, un monstrueux éboulement se produit dans la mine et Matakit échappera de justesse à une mort atroce. Cette catastrophe donne à Cyprien Méré un sentiment de dégoût pour la mine, écœuré à l'idée d'exposer la vie de Matakit pour la chance très hypothétique de conquérir quelques mauvais diamants. Poussé par Alice, qui ne comprend pas les véritables intentions du jeune savant, il décide d'utiliser ses connaissances scientifiques pour fabriquer un diamant artificiel. Une création qui semblait alors à l'époque encore utopique, mais que Cyprien pense néanmoins possible grâce à son savoir théorique, mais aussi pratique qu'il a sur ce domaine. Matakit apporte une aide précieuse en alimentant jour et nuit le feu du fourneau dans lequel l'expérience est tentée. Mais quelle heureuse surprise lorsque Cyprien Méré constate qu'un diamant exceptionnel, d'une dimension colossale, gros comme un œuf de poule, y a été créé. « C'est le plus gros diamant au monde !» affirme Jacobus van Delgaart en le découvrant. « 432 carats !» s'écria John Watkins. Le fermier avait pris l'écrin, il l'avait ouvert, et ses deux gros yeux scintillaient presque autant que ce diamant qu'il regardait. « On dirait une étoile !» s'écria Alice en battant joyeusement des mains. « Il faut lui laisser ce nom, dit-elle. Baptisons-la l'étoile du Sud. N'est-elle pas noire comme les beautés indigènes de ce pays et brillante comme les constellations de notre ciel austral ?» Cyprien décide d'offrir à Alice ce diamant noir. Que l'on imagine la fierté de Mr. Watkins devant cette proposition si inattendue. La nouvelle se répand immédiatement. La curiosité publique était extrêmement surexcitée et John Watkins n'aurait pu décemment se refuser à la satisfaire. D'autant plus qu'elle flattait sa vanité. Il donna même un banquet en l'honneur de ce cher diamant avec 80 convives et même les autruches de Miss Watkins prirent part à la fête en venant mendier quelques bribes du festin. Mais alors même que 80 bras élevèrent un nombre égal de vers en l'honneur de cet incomparable diamant et que tous les yeux se tournèrent instinctivement vers lui, tous découvrirent avec frayeur que l'étoile du Sud n'était plus sur son socle. « Le diamant !» hurla John Watkins. « Qui a pris le diamant ?» Les soupçons se portent sur Matakit, d'autant plus qu'il disparaît lui aussi mystérieusement. On se précipite dans sa case, mais elle est vide. John Watkins, complètement fou de rage, et alors qu'il est en présence de Cyprien et de 3 amis mineurs, hurle « Il me faut mon diamant ! Messieurs, vous êtes là 4 jeunes gens qui ambitionnez la main de ma fille. Eh bien, rattrapez-moi cet homme-là avec mon diamant et ma fille sera à qui me le rapportera. » C'est un voyage extraordinaire de plusieurs mois au travers de l'Afrique australe que vont entamer ces 3 mineurs aux mœurs brutales et prêts à ne faire aucun quartier à Matakit, accompagnés de Cyprien Méré qui doute malgré tout de la culpabilité de son assistant noir. Une aventure durant laquelle les 3 mineurs vont successivement mourir dans des conditions atroces, telles celles durant laquelle l'un d'eux se trouvera piégé dans un filet à oiseaux et pris dans une tempête violente, se retrouvant projeté dans les airs pour finalement s'écraser.
Cyprien Méret, lui-même, n'échappera à la mort que de justesse grâce plus d'une fois à l'intervention du Chinois Li, qui sera prêt notamment à affronter un éléphant pour sauver son ami. C'est d'ailleurs Li qui trouvera le moyen de pallier la perte de leurs chevaux en attrapant des girafes pour s'en servir comme monture. Ce seront alors de bien curieux cavaliers qui continueront leur poursuite de Matakit, qui lui chevauchait une autruche. Je vous laisse découvrir les conditions extraordinaires dans lesquelles Matakit est enfin rattrapé. Mais une chose est certaine, il faut se rendre à l'évidence, le brave noir n'était pour rien dans le vol du diamant. Et s'il avait fui, ce n'était que devant la brutalité de mineurs accusateurs et expéditifs. À son retour, après 3 mois d'absence, Cyprien décide de refaire un diamant artificiel. Mais les mineurs ont compris les conséquences terribles pour eux du travail scientifique de Cyprien Méret. En créant des diamants artificiels, le jeune savant provoquerait la ruine des mines diamantifères. Une nuit, 5 hommes, masqués et armés, pénètrent dans la chambre du jeune savant dans le but de l'exécuter. Mais c'est alors qu'un coup de théâtre bouleverse toute la situation. Matakit se précipite et révèle un secret connu de lui seul. L'Étoile du Sud n'avait rien d'artificiel. C'était lui, Matakit, qui avait découvert ce diamant exceptionnel au moment du terrible éboulement de la mine, il y a plusieurs mois, et qui, voyant ensuite que l'expérience de Cyprien Méret était en train d'échouer, avait placé ce joyau naturel au sein du fourneau. Comment se termine le roman L'Étoile du Sud? Je puis juste vous révéler que l'une des autruches de Miss Watkins aura joué dans cette histoire un rôle plus qu'essentiel. Cyprien Méret et Alice Watkins pourront-ils finalement se marier? La fameuse Étoile du Sud sera-t-elle retrouvée? Je vous laisse bien entendu découvrir la fin de ce roman, rythmé par une succession étonnante de coups de théâtre, dont le dernier n'est pas le moins surprenant.